bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui va nous occuper aujourd'hui. Le sujet du jour, après la cybersécu qui avait occupé les deux précédents webinaires, cette fois-ci on revient un petit peu dans le monde de la téléphonie avec notamment la gestion des appels entrants pour voir un petit peu quelles sont les bases de tout ça. Et surtout comment on va pouvoir donner un petit peu d'intelligence pour faire en sorte de mieux accueillir ses clients et puis de fédérer les clients avec un accueil de qualité. Pour commencer, je vous propose déjà de juste faire un tout petit tour de table. Donc moi-même, pour ceux qui étaient déjà venus, donc Damien Geffray, je suis le vice-président de la société Encom. Je suis en charge des opérations chez Encom et Encom, pour rappel, on est le premier intégrateur de la solution 3CX en France, qui est une solution multicanal de communication unifiée avec pas mal de possibilités qui sont souvent pas exploitées. Donc, on va justement vous parler un petit peu plus de ça. Je laisse mes collègues se présenter. Bonjour, moi c'est Mathias Lavenant, donc je suis Key Account Manager chez Encom depuis maintenant presque 20 ans. Donc, comme mon titre l'indique, je gère et je m'occupe de mes clients, d'une partie des clients d'Encom. Et donc, peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Voilà. Et moi, je suis Justine Ducrot, donc je suis arrivée en janvier. Je m'occupe de la partie communication, donc c'est à travers moi que vous voyez des posts, sur LinkedIn, sur Facebook, les relances de webinaires, c'est moi et tout ce qui va être vidéo, replay et cetera et questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. Allez, c'est parti. Donc, le menu d'aujourd'hui, on va introduire un petit peu ce sujet en vous redonnant un petit peu de recul sur l'importance de l'appel entrant. Comment finalement 3CX va répondre à ces besoins de routage. Comment le call flow designer va pouvoir vous permettre d'améliorer ce routage. Et puis les services qui vont être spécifiques à Encom parce qu'on a développé toute une série de services qui sont vraiment dédiés à l'amélioration et à la gestion des appels entrants. Voilà un petit peu le menu du jour. Donc pour introduire tout ça, on a voulu vous redonner des chiffres clés sur un petit peu ce qui se passe en France. Donc il y a pas mal d'études qui sont faites tous les ans, notamment sur les canaux de contact utilisés par les services clients au sein de différentes sociétés. Et ce qu'on peut voir notamment, c'est que le téléphone, malgré le fait qu'on soit dans une société toujours plus numérique, le téléphone reste en première place des canaux de contact privilégiés par les utilisateurs pour contacter un service client. Donc, on comprend à travers ce simple chiffre qu'il va falloir soigner un petit peu l'accueil téléphonique, parce que sinon, ça veut dire qu'on va passer à côté de plus de la moitié des attentes des clients. Et on voit aussi, alors là, vous ne le voyez pas sur le graphique, mais le chatbot, typiquement, on est à 23%. Ce qu'on peut voir si on regarde les études précédentes, c'est que d'année en année, le chat a tendance à monter un petit peu au détriment de l'email et de la téléphonie qui se fait rogner un petit peu. Mais la partie chat a tendance à augmenter. Les réseaux sociaux, c'est plutôt stagnant et c'est plutôt sur le marché du B2C que sur le marché du B2B. Et puis quand on pose la question aux gens de finalement pourquoi ils préfèrent utiliser le téléphone, la plupart du temps c'est pour l'instantanéité et puis le côté humain et perception de la conversation qu'il n'y aura pas forcément sur de l'écrit. Tout à fait. Sur la partie, ça paraît deux chiffres rapides. Globalement, le parc en France, quand on dit le parc, c'est les utilisateurs sont équipés de smartphones. 89% d'entre eux les utilisent principalement pour faire de la messagerie instantanée, donc du WhatsApp, du Messenger, du SMS, etc. Et puis 78% sur la partie vocale. Donc, oui. Pour Oui, Ella, je disais ouais, juste, donc vas-y. moi je dirais simplement à retenir, effectivement, que la téléphonie reste vraiment pour aujourd'hui encore vraiment un canal privilégié dans la plupart des sociétés. Donc effectivement, il va falloir vraiment essayer de le soigner au mieux
pour bien accueillir ses clients et répondre à leurs attentes. Pour élargir un petit peu le débat, donc là, juste pareil, un baromètre qui est mis régulièrement sur le taux d'équipement en France et ce qu'utilisent à la fois les particuliers et les entreprises. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le taux d'équipement au niveau des PC, des smartphones et des téléphones est assez élevé et que globalement, les TPE, PME sont quand même équipés, voire disposent des trois équipements. Disposer de l'équipement ne veut pas dire qu'il est bien configuré. On peut vous sortir plein d'exemples de gens qui ont un très bel Alcatel, un Oxo Connect ou un vieux 4004, voire même une solution IP, dernier cri, mais qui est absolument pas bien configuré et qui fait que l'accueil téléphonique sera assez moyen. Donc, le taux d'équipement globalement est bon. La manière dont il est utilisé, après, c'est un autre débat que nous allons avoir aujourd'hui. Faire de l'accueil téléphonique, ça va impliquer un certain nombre de prérequis qu'on a essayé de vous remettre un petit peu les grandes familles. Déjà, forcément, il faut des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ressources? C'est que pour décrocher le téléphone, il va falloir des humains. Il va falloir que ces humains soient là à la bonne heure, au bon moment et avec les bonnes compétences pour pouvoir répondre. Il va falloir qu'il y ait un accueil. À un moment, vous ne pouvez pas juste avoir des lignes sans aucun accueil pour savoir si on est à la bonne heure, dans quel service on est et à quel service je peux accéder. Il va falloir définir des options de routage pour savoir finalement où est-ce que j'envoie l'appel, fonction typiquement de la tranche horaire, mais ça pourrait être aussi de la provenance de l'appel, d'une touche qu'il a composée, une base de données qu'on va interroger, etc. Donc on enchaîne justement sur la collecte d'informations. Quelles sont les informations qu'on va pouvoir collecter durant le cheminement de l'appel pour pouvoir prendre la bonne décision? Et la bonne décision, ça va être de router vers le bon interlocuteur. Donc, je cherchais d'envoyer vers le bon service ou la bonne personne. Et une fois qu'on va avoir cette volonté d'envoyer au bon endroit, il va falloir lui jouer une musique d'attente pour qu'il puisse être rassuré, d'une part, sur où est-ce qu'il est, éventuellement, quelle est sa position dans l'attente, recevoir des messages institutionnels ou promotionnels pour qu'il sache aussi qu'il peut faire certaines choses sur son espace client ou profiter d'un service, etc. Et puis, en fin d'appel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on a eu la bonne personne? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet appel une fois qu'on a fini? Et à défaut, si on n'a pas pu avoir la personne, où est-ce qu'on va pouvoir transférer ou renvoyer cet appel de manière à ce que la personne obtienne quand même une information pour pas la laisser sur rien du tout. Donc là, on le verra, ça peut être une boîte vocale, ça peut être un sous-traitant, ça peut être des choses un peu plus intelligentes. Mais voilà. En gros, le cheminement global d'un appel entrant, ça va être tout ça. Et il faut avoir tout ça en tâche de fond pour bien être certain qu'on coche toutes les cases. Parce que s'il en manque une, forcément, l'accueil téléphonique va être Tout un à petit fait. peu, Tout à fait, Damien, hein. Je permets juste d'insister, cette slide, elle est très très importante. C'est vraiment des points clés qu'il faut systématiquement que vous vous posiez. Et surtout valider qu'effectivement vous répondiez à chacun de ces critères. Parce que ne serait-ce qu'un de ces critères mal évalués ou sous-estimés ou carrément occultés, malheureusement pour votre client, on peut poser on va dire, celui qui vous appelle, avoir une mauvaise expérience quand il vous appelle tout simplement et être déçu. Et pour vous aussi, ça peut générer du coup de l'insatisfaction forcément client, perte d'appel et autres. Donc tous ces points sont très importants et évidemment, on va essayer de vous les détailler après et on est à votre écoute pour en discuter évidemment si vous le souhaitez. Alors, au niveau des ressources, on l'a dit, il faut que vous ayez des personnes qui soient là, qui soient aux bons horaires et compétents, mais il faut aussi le mettre en parallèle des mœurs de vos clients. Donc, les mœurs des clients, c'est quoi? C'est leurs habitudes de consommation. Est-ce qu'ils vont plutôt vous appeler le matin, plutôt le mercredi, plutôt le jeudi de 13h30 à 14h? Enfin, il faut avoir une vision fine, finalement, de comment ça se passe. Donc, ça présuppose, d'une part, que vous devez appréhender ça avec votre connaissance du terrain, mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous ayez un système qui soit capable de vous sortir ce type d'informations pour pouvoir adapter le scénario d'accueil téléphonique. Un scénario d'accueil téléphonique, il ne faut pas le voir comme une table de pierre écrite en dur qui bouge jamais. Ça doit se faire vivre. Ça doit se faire vivre par rapport à l'évolution de votre activité, par rapport à l'évolution de vos clients, par rapport à des évolutions de vos outils internes aussi qui vont permettre plus ou moins de choses. Donc, ce n'est pas écrit dans le marbre. Il faut savoir le faire vivre
Et pour le faire vivre correctement sur la base des ressources, bah, il faut pouvoir mesurer finalement, d'une part, quand est-ce que les gens appellent, la volumétrie, parce que vous pouvez aussi très bien arriver sur des systèmes où vous avez l'impression de bien répondre, mais où en fait, avant votre file d'attente, vous avez plein d'appels qui n'arrivent pas à rentrer et où du coup, vous n'avez même pas de vision sur les statistiques parce que vous voyez tous les appels répondus à 100%, mais vous en avez peut-être en amont perdu la moitié qui ont essayé de vous joindre, mais votre faisceau téléphonique il est saturé. Ils arrivent sur de l'occupation, ils n'arrivent même pas sur la machine téléphonique. Et n'arrivant pas sur la machine téléphonique, vous n'avez pas de visu si vous avez beaucoup de pertes ou pas. Chez Encom, la différence, c'est qu'on est à la fois intégrateur et opérateur, donc on voit aussi bien le côté machine que le côté opérateur. Donc on peut savoir un petit peu où ça bloque et vous dire si vraiment il y a de la saturation. Donc connaître les mœurs des clients, c'est important pour savoir déjà, si vous êtes suffisamment dimensionné, et puis savoir si vous ne perdez pas tout simplement des leads ou des contacts clients. Ça va être une espèce de mantra. Cette phrase-là, au même titre que Mathias disait tout à l'heure, les 6 points, vous devez tout le temps les avoir en tête et à chaque fois que vous allez passer d'un endroit à l'autre, vérifier que vous cochez bien toutes les cases. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Quand on fait de l'appel entrant, il faut systématiquement se poser la question de est-ce que la personne qui est en train de m'appeler, elle sait où elle est et elle sait à qui elle va pouvoir accéder comme service. Ça, il faut toujours se poser la question. Si quand il passe d'un endroit à un autre, on ne le réengage pas parce qu'on l'a transféré, pour qu'il sache finalement où est-ce qu'il est en train d'aller et à qui il va pouvoir parler, ça peut être problématique. En tout cas, ça peut être désappointant pour la personne qui appelle. Typiquement, je pense que ça vous est tous arrivé de contacter une société ou un fournisseur ou autre et d'être mis en attente, d'attendre, et au bout d'un moment de tomber sur un interlocuteur qui n'a rien à voir avec le service sur lequel vous avez appelé, parce que derrière, il y a des débordements qui sont en cascade et vous retrouvez chez la comptabilité alors que vous appelez le service technique, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de penser à ça et d'y porter une attention particulière. Alors, n'oubliez pas non plus qu'un accueil téléphonique, au même titre que ceux qui, dans les participants, là, il y en a certains d'entre vous qui ont des magasins physiques ou de l'accueil du public, c'est exactement le même principe qu'un accueil physique. Donc, il doit être de qualité. Si quelqu'un arrive dans votre magasin et que vous passez une musique qui n'a rien à voir avec l'image de votre société et que vous tirez une mine de 4 pieds de long, ça ne va pas être très avenant, il ne va pas forcément avoir envie d'engager la conversation, d'acheter chez vous. C'est exactement le même principe par téléphone. La musique que vous allez jouer en attente, elle doit être de qualité, elle doit être réfléchie par rapport à l'image de votre société. On va le voir juste après. J'ai souvent pour habitude, en termes de blague, de dire que typiquement, si vous jouez une musique de jazz très pétillante alors que vous êtes une société de pompes funèbres, à un moment, il va peut-être y avoir un petit décalage. Donc, il faut bien faire en sorte que tout ça soit cohérent et de qualité, encore une fois, pour que la première impression soit bonne et que la personne qui vous appelle soit dans de bonnes dispositions. Je vois, il y a une Morgane qui disait, pour rebondir sur l'exemple de Mathias aussi, effectivement, si vous attendez 15 minutes au téléphone et que vous arrivez sur un raccroché, c'est pareil, ça peut énerver. Donc on l'a dit, on accueille la personne, on lui joue un message pour qu'elle soit rassurée, etc. Et après, on va envoyer l'appel quelque part. Donc là, on va pouvoir décider finalement de où est-ce qu'on va pouvoir envoyer cette communication. Et là, plusieurs choix au niveau de 3Six, pour parler de lui. Vous allez pouvoir envoyer soit vers une personne en particulier, soit vers une file d'attente qui a l'avantage de pouvoir regrouper plusieurs personnes et de chercher les ressources les plus disponibles ou les plus performantes par rapport au contexte de l'appel. D'envoyer vers des SVI, Ouais. donc voilà, donc des serveurs à reconnaissance de la parole pour pouvoir faire soit de l'annonce, soit des choix en appuyant sur des touches. Soit des scénarios de routage intelligent. Donc, c'est ce qui occupera la deuxième partie du webinaire, où là, on va plutôt collecter un maximum d'informations, que ce soit par l'appelant ou par les systèmes d'information que vous pouvez avoir, les données que vous pouvez avoir, pour pouvoir apporter un accueil encore plus contextualisé et qualitatif. Pour pouvoir faire du routage intelligent, je viens de vous le dire, il faut aller collecter de la donnée.
Collecter de la donnée pour faire de la prise de décision, ça va imposer un certain nombre de prérequis que je vais vous exposer très rapidement. Les données qu'on va pouvoir récupérer de l'appelant, c'est finalement que 2-3 choses. L'horodatage, quel est le numéro qu'il a appelé, depuis quel numéro il appelle. Point. Système téléphonique, il n'a pas d'autre chose à sa disposition. En revanche, vous avez plus d'infos. Vous savez éventuellement que le numéro qui vous appelle, vous savez si c'est un client, un prospect, un client qui est déjà dans tel ou tel contexte, mais vous pouvez avoir beaucoup d'informations à votre disposition qui vont vous permettre d'élaborer des scénarios de distribution plus intelligents pour faire en sorte que sur un numéro unique que vous communiquez, vous allez pouvoir segmenter la distribution et contextualiser l'appel. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien le schéma. Si on prend le cas d'un assureur, s'il y en a parmi vous là, qui sont là aujourd'hui, il y a un numéro d'appel. Il peut être intéressant de proposer directement un menu correspondant au suivi d'un sinistre parce que vous savez que ce numéro-là, il a déclaré un sinistre et que le sinistre est en cours, de lui proposer directement un menu qui va correspondre au suivi de son sinistre ou à la complétude de son dossier de sinistre. Alors que quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout dans vos bases, vous allez plutôt l'orienter vers un schéma de prospection vers des forces commerciales qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui font les suivis de sinistre. Voilà, une idée toute bête de scénario qu'on a déjà mis en place chez certains assureurs et qui marche plutôt très bien et qui est rassurant, encore une fois, hein, pour la personne qui appelle parce qu'elle se dit que finalement, quand elle appelle, on connaît déjà son contexte, on va s'occuper d'elle et que on connaît son contexte et qu'on va l'aider mieux parce qu'on a reconnu son contexte. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fédérateur. Donc là, je vous ai donné l'exemple des assureurs, mais on pourrait reprendre l'exemple sur des réparateurs de téléphonie mobile ou des voyagistes. Il y a aussi des choses très intéressantes à faire. On le verra dans la deuxième partie du webinaire. Donc toutes ces informations-là vont vous permettre de prendre des décisions pour pouvoir router intelligemment vos appels. Donc ça veut dire que ces données, à un moment, on doit pouvoir y accéder. Donc, ce qu'il faut voir, si vous voulez entamer ce type de démarche, c'est qu'il faut déjà voir, où est stockée cette donnée, est-ce qu'elle est accessible? Si elle n'est pas accessible, est-ce qu'elle est exportable de manière à devenir accessible? Ou est-ce qu'il y a des appels en base de données ou des appels web services, là je suis désolé, je rentre un peu dans la technique, qui vont pouvoir permettre d'accéder à ces informations. On a beaucoup de clients qui avaient la problématique de ces données, elles sont finalement dans une espèce de coffre-fort dans l'entreprise, pas accessibles depuis le monde extérieur. En revanche, ils avaient la possibilité, de manière assez simple, de faire un export anonymisé de la donnée, parce que nous, en tant que téléphonistes, on n'a pas besoin de savoir que tel numéro, il appartient à monsieur Michel Durand. On s'en fiche. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que ce numéro-là, c'est un client, c'est un prospect, il a un code 45 qui correspond à son état de dossier, etc. Peu importe. On a juste besoin de données métiers avec le numéro de téléphone. Donc ça, ces sociétés-là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont créé des exports anonymisés que nous, on mange à travers des dépôts SFTP, des dépôts sécurisés, pour aller travailler cette information dans des containers à nous qui sont prévus pour dialoguer avec 3CX et qui, du coup, nous permet de faire des routages intelligents. Donc, ce n'est pas parce que votre ERP ou votre CRM n'est pas ouvert sur le monde extérieur qu'on ne peut pas faire du routage intelligent. Il y a beaucoup de solutions qui existent pour exporter la donnée de manière anonymisée pour rester RGPD compliant et quand même faire du routage intelligent. On le verra. Voilà, c'est des choses qu'on peut voir oui, au cas par cas avec chacun d'entre vous, évidemment. Et on vous invite, et vraiment, on vous recommande même de venir vers nous pour nous poser des questions, voir comment on peut mettre ce genre de choses en place avec vous. Vous verrez à travers les studies case tout à l'heure que c'est vraiment quelque chose qui peut amener beaucoup de qualité. Pareil, deuxième un peu mantra, hein, donc le premier, je vous rappelle, c'était est-ce qu'on a bien accueilli, est-ce que la personne sait où il va aller dessus. La qualité de la configuration du scénario, ça doit vraiment aussi être une question qu'on se repose en permanence. Est-ce que ce que je viens de faire dans ma machine est bien configuré? Donc s'assurer, comme le disait Morgane tout à l'heure, qu'il y ait bien une route de sortie pour chaque route d'entrée derrière, qu'on n'arrive pas juste sur un raccroché, et puis qu'on envoie, comme l'a très bien dit Mathias tout à l'heure, vers le bon interlocuteur et le bon service.
Alors, Ecovis, les gens ont tendance à appeler sans présenter. Ils devraient suivre aussi un webinaire comment appeler intelligemment. Alors, oui, on est d'accord, il y a des gens qui appellent qui ne se présentent pas. Après, là, l'idée, hein, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'on récupère Il la y a bonne d'autres info. Alors, solutions, hein, Damien, hein, justement, justement par rapport à ce cas précis, je me permets. vas-y. Typiquement, nous, notre support, on a mis en place, lorsque vous appelez notre support, on vous demande en premier lieu votre référence client. Donc même s'il appelle en anonyme et qu'il connaît sa référence client, ça nous permet de travailler intelligemment et de pouvoir ouvrir directement la fiche, le dossier client en question. On revient finalement au point juste avant, hein, c'est qu'à partir du moment où on collecte de la donnée, on a la capacité de mieux identifier les gens avant même qu'ils arrivent vers votre poste, pour les envoyer soit vers la bonne personne, soit pour remonter une fiche. Donc il y a effectivement un intérêt à avoir une correspondance entre les numéros des appelants et l'identité des personnes pour pouvoir récupérer l'essence de l'information. C'est un point qui est intéressant. On en parlait tout à l'heure, la musique d'attente, c'est un point extrêmement important. Alors, d'une part, nous, on considère qu'un professionnel aujourd'hui en France doit avoir une musique d'attente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, appeler une société et juste avoir un retour, un train de sonnerie, c'est pas très professionnel. Donc, dites-vous bien qu'une musique d'attente, c'est un petit peu un caractère obligatoire. Pas légalement parlant, hein, j'entends, hein, mais obligatoire dans le sens bonne pratique. Elle se doit d'être qualitative. Donc là, juste une aparté très rapide. Dans le monde des musiques d'attente, vous avez deux grandes familles, les musiques libres de droit et les musiques non libres de droit. Les musiques libres de droit, vous n'êtes pas soumis à une redevance, vous l'achetez une fois et puis c'est réglé. Et puis, des musiques connues qui pourraient correspondre à votre identité ou à des messages que vous voudriez faire passer et qui, eux, sont soumis à une redevance SACEM et SCPA dont vous devez vous acquitter et qui correspond, qui est directement Au proportionnel nombre de minutes. au nombre de communications simultanées que vous avez sur le système de téléphonie. Donc, plus votre système est gros, plus vous touchez un large public, plus la SACEM et la SCPA considèrent que vous avez diffusé cette annonce et que donc vous devez rétribuer l'artiste qui l'a produit. Voilà Donc pour il y a la un petit partie. aparté, je reviens sur l'aparté, parce qu'elle est intéressante, Damien. Effectivement, libre de droit, du coup, a vraiment beaucoup de sens, puisque bon, on vous fournit évidemment une attestation libre de droit, puisque la SACEM ou la SCPA peut vous retoquer et vous demander justificatif, et avec ceci, vous pouvez leur prouver qu'il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas dans l'obligation de payer quoi que ce soit. Et quand on voit ce que coûte aujourd'hui un message studio libre de droit, et par rapport au fait de payer des droits annuels, il y a en plus même une réalité économique intéressante. Voilà. On l'a dit tout à l'heure à travers l'exemple hein, de la société de pompes funèbres, hein, par exemple, c'est que la musique et le message doivent être en cohérence avec l'image de l'entreprise. Alors oui, ça explique Ecovis, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de monde qui utilise de la musique classique, parce que c'est forcément tombé dans le domaine public et dans la partie libre de droit. Pour autant, on vous mettra je veux bien Mathias que tu mettes dans le chat le lien Oui. du studio, mais si vous allez sur notre studio, vous verrez que dans le catalogue libre de droit, il y a beaucoup de musique sympa, où c'est pas que du classique, pour avoir justement quelque chose en raccord avec l'image de l'entreprise, parce que le classique, forcément, ça s'adapte pas à tout le monde. Et le message doit être clair. Donc là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La personne, elle doit savoir où elle est et à quel service elle va pouvoir accéder. Alors, évidemment, si vous ne savez pas trop que dire dans ce message, on est là aussi pour vous conseiller. Et le studio aussi, hein, il y a la possibilité de demander aux studios qui sont experts en la matière de vous donner eux aussi des conseils. Le métier d'intégrateur ne se résume pas juste à l'installation de votre machine, hein. Il y a toute une partie d'expertise métier et de bonne pratique où on est là à travers soit de l'accompagnement classique dans le cadre du projet, soit par de la prestation d'audit, vraiment de vous accompagner sur la construction de l'image et de votre identité vocale. Un des derniers items sur cette partie-là, c'était donc l'option de fin d'appel, c'est-à-dire là j'ai eu quelqu'un ou à l'inverse, j'ai pas eu quelqu'un et le système va vouloir mettre fin à l'appel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet appel? Donc, dans certains cas, typiquement, vous pouvez très bien avoir envie
une fois que vous avez eu la personne, soit lui envoyer un SMS, soit lui envoyer un email pour avoir la retranscription de ce qui a été fait. Vous pouvez avoir éventuellement envie de l'envoyer vers une enquête de satisfaction vocale par téléphone en lui disant, voilà, je souhaiterais à la fin de cet appel vous envoyer vers un questionnaire qui va nous aider à voir si vous êtes content ou pas. Et puis là, plutôt sur des non-distributions, faut penser à soit envoyer vers des boîtes vocales qui seront traitées a posteriori, soit de transférer l'appel, alors soit vers un message d'excuse parce qu'il n'y a vraiment rien et que vous n'avez pas la possibilité de traiter les messages vocaux ou de renvoyer vers quelqu'un d'autre, soit de renvoyer vers d'autres ressources internes ou externes qui seront en mesure de traiter l'appel ou à minima de prendre les informations de manière à les verser au dossier ou dans le CRM de manière à savoir ce qui s'est passé. Mais c'est important à minima d'aller vers un message d'excuse et au mieux d'aller vers quelque chose qui va vous permettre soit de traiter l'appel, donc d'autres ressources, soit de connecter l'essence de l'appel de manière à le tracer pour que lorsque cette personne va rappeler, vous sachiez qu'il a appelé pour tel ou tel motif et qu'il a déposé un message et que vous en ayez la connaissance. Les transferts et les renvois, donc là je vais passer très très vite, c'est ce que je viens de vous dire, des scénarios de secours qui doivent être pensés à chaque fois, donc pour chaque entrée il faut que vous prévoyiez un scénario de secours, ça doit être fait de manière intelligente, donc là c'est ce qu'on a redit à travers les différents échanges et les questions que vous nous avez posées, on ne renvoie pas vers quelque chose qui raccroche ou si j'appelle la comptabilité, je ne vais pas envoyer à la logistique. Dans tous les cas, il faut essayer de s'assurer que les informations ne se perdent pas quand on transfère quelque part. Donc ça, notamment, c'est l'intérêt de nommer les files d'attente avec un nom, par exemple, pour la première file qui s'appelle accueil, mais si ça déborde, ça envoie dans une autre file qui s'appelle débordement accueil, ce qui fait que la personne qui va recevoir l'appel sait que c'est un débordement de l'accueil et elle verra bien le numéro de l'appelant pour pouvoir, pareil, faire une recherche de contact, etc. Donc, c'est important d'avoir un cheminement qui passe comme ça avec l'information transite. Oui, Julien, pour te répondre, s'il y a des besoins en matière de solutions de fin d'appel, il faut effectivement solliciter son commercial ou ouvrir un ticket pour pouvoir qu'on revienne vers vous, pour prendre le besoin et puis élaborer une Exactement. stratégie ensemble. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou c'est clair? Moi, j'interviens Bon, parce que c'est très riche, hein. On a vas-y. énormément de Ouais. possibilités, hein. Je pense que vous êtes en train d'en avoir un aperçu. On a du mal d'ailleurs à retenir toutes les possibilités. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez un besoin, formulez-nous le besoin et on va être fort d'essayer de vous faire une proposition avec tous les outils qui sont à notre disposition. D'accord? Voilà. Juste ça. Comme ça, on pourra vous aider, vous accompagner, essayer de trouver une solution adaptée. Pour répondre à très rapidement à Ecovis, la notion de métrique, c'est le fait que quand on fait des transferts, vous avez besoin de savoir, donc là on en revient sur le fait qu'il faut avoir un système qui est capable d'identifier ça. C'est important pour une entreprise de savoir ce qui a été traité en frontal au premier niveau par l'entreprise et ce qui éventuellement a été traité par le sous-traitant. Ne serait-ce que parce que quand vous envoyez les appels vers un sous-traitant, il va vous facturer au nombre d'appels qu'il a reçus. Donc à un moment, il faut bien que vous puissiez évaluer que quand il vous envoie une facture avec 2000 appels par mois, vous lui ayez bien envoyé 2000 appels et pas 1000. Donc ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui dépasse de votre capacité de production à vous, pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions en matière de dimensionnement des équipes. Ça peut aussi vous faire poser la question, et on y viendra après, de qu'est-ce qui occupe les équipes, pourquoi ça déborde, qu'est-ce qui occupe autant, et est-ce qu'on ne peut pas automatiser une partie de ce qui occupe les équipes, et puis à des fins de contrôle lorsqu'il y a de la sous-traitance. Donc dans ce contexte-là, comment 3CX va pouvoir répondre à tous ces points? C'est pas compliqué, et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de travailler avec eux et qu'aujourd'hui on est le premier intégrateur, c'est qu'ils cochent toutes les cases. Donc, il sait faire du prédécroché, il sait faire de la mise en attente, il sait faire du SVI, il sait faire des transferts et des renvois, il sait faire du routage intelligent à travers les différents connecteurs dont on parlera après, donc je passe vite. Il sait enregistrer les communications si vous voulez faire de l'audit et des grilles d'écoute ou du contrôle qualité. Il sait dialoguer avec des systèmes d'information pour aller chercher des infos ou faire de la synchro de contact, tout simplement, pour que quand c'est monsieur Michel Durand qui vous appelle, vous avez bien Michel Durand qui s'affiche. Et puis, multimédia ou multicanal, parce qu'il ne va pas traiter que de la voix. Il sait traiter aussi du chat vers
votre site internet, il sait avoir un connecteur WhatsApp, il sait avoir un connecteur Facebook. Et plus on avance, plus les canaux se rajoutent sur 3CX. Et il sait gérer ces canaux de manière intelligente pour répartir la charge de travail, pour faire en sorte que si vous avez une équipe commune qui fait à la fois le téléphone et le chat, et qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris 15 chats et une autre qui a pris qu'un appel téléphonique, ben, quand il va y avoir un nouveau chat ou un nouvel appel, je vais essayer de le donner à celui qui en a eu le moins pour répartir la charge et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inéquité dans la distribution des différents canaux. Donc ce que vous devez retenir, c'est que vous vouliez faire de l'enregistrement, du routage, du SVI, du transfert, ce que vous voulez, il y a une case qui est là pour remplir le besoin et pour le faire. C'est juste que souvent, on n'en a pas forcément la connaissance, ou alors on l'a eu au début quand nos commerciaux vous présentent l'offre dans sa globalité. Vous n'en aviez pas besoin au début et puis maintenant vous en avez besoin. Donc c'est des choses, je vous le redis, hein, c'est ce que je disais en intro, ça se fait vivre un système de téléphonie. On a vu la brique 3CX. Le 3CX, il peut avoir, en plus de ses capacités classiques, du Call Flow Designer. Donc c'est un outil qui est mis à disposition des intégrateurs comme nous pour pouvoir concevoir des scénarios de distribution téléphonique plus intelligents, plus fins, qui vont vraiment là amener une très grande valeur ajoutée dans la distribution téléphonique. Alors un Call Flow Designer, ça sert à quoi? Ça sert avant tout à industrialiser des modèles. Je vais vous prendre un exemple très simple. Parmi nos clients, on a des clients qui ont 20, 30, 50, 100 files d'attente, qui ont à peu près tous le même scénario. Ils ont autant de files d'attente parce qu'ils veulent avoir, on parlait de métriques tout à l'heure, ils veulent avoir une vision claire de quel est le flux marketing qui leur amène le plus de clients, ou bien qu'est-ce qui occupe le plus leurs agents. Donc ils ont segmenté tout ça dans des files d'attente avec des numéros différents, mais in fine, c'est le même scénario qui est derrière. Le call flow permet d'avoir un seul point d'entrée avec le même scénario qui va distribuer en sortie vers les bons interlocuteurs. Mais du coup, quand on veut modifier les 100 fils d'un coup, on modifie que le call flow une fois et ça applique à tout ce qui est derrière. Donc ça permet d'industrialiser le modèle et d'être plus performant sur la gestion de son IPBX. Le deuxième point qui est important, c'est que c'est le Call Flow Designer qui va permettre à 3CX de parler à des bases de données, de lire des fichiers, de faire des appels API, de faire des appels CRM, de manière à obtenir des informations qui vont vous permettre de créer des conditions de routage et d'amener de l'intelligence dans le routage. J'en parle pas plus là parce qu'on a pas mal d'exemples à vous donner après. Et puis, c'est aussi le Call Flow Designer qui va avoir la capacité de déclencher des actions. Un système téléphonique, de base, ça fait du téléphone. Avec le Call Flow Designer, par rapport à un contexte, par rapport à une distribution que j'ai faite, je vais pouvoir décider d'envoyer un mail, d'envoyer un SMS, d'envoyer une requête API pour déclencher dans un module de votre ESI une action particulière. Tout ça, ou de déclencher même un appel sortant pour déposer un message vocal, tout ça, c'est permis par le Call Flow Designer. Et donc, à partir du moment où on dit ça, vous voyez, ça ouvre un certain nombre de perspectives. C'est également, quand on parle de déclencher des actions, ce qui va vous permettre de faire de la retranscription voix vers texte ou l'inverse, texte vers voix. Vous pouvez avoir un intérêt, quand quelqu'un vous dépose un message, de recevoir par mail une retranscription écrite de ce qu'il a dit. Et à l'inverse, quelqu'un qui est en train d'attendre ou qui veut un suivi de dossier, on peut avoir un intérêt à récupérer l'information du suivi de dossier dans vos systèmes d'information et de lui dire à voix haute directement pendant l'appel. Donc là, on va vous parler un petit peu de cas concrets, d'exemples qu'on a déjà pu mettre en place sur la base justement du Call Flow Designer pour vous apprendre bien et que ça vous éveille aussi à qu'est-ce qui peut être faisable. Donc on vous a mis des cas concrets de clients réels pour lesquels on a pu mettre ça en production. Le cas présent, alors bien évidemment, cette présentation, vous l'aurez, hein, vous pourrez les relire à tête reposée. Le cas concret, c'était quoi? C'est le vétérinaire, il nous a contacté pour nous dire, bon ben voilà, moi je suis une clinique vétérinaire, j'ai 3 vétérinaires, on a un système d'astreinte et de garde qui tourne, c'est-à-dire que c'est jamais le même vétérinaire tous les jours qui est de garde ou d'astreinte. Et donc, il faut, qu'on puisse facilement dire au système de téléphonie qui est d'astreinte. Et puis, il faut qu'on puisse faire en sorte que quand on est en déplacement, parce que on travaille sur des zones rurales où on va dans des zones qui ne sont pas très bien couvertes en matière de téléphonie, il faut qu'on ait quand même la traçabilité de l'appel et qu'on puisse facilement être informé des appels qui ont eu lieu sur l'astreinte pour pouvoir rappeler les gens. Donc, la solution qu'on leur a proposée, c'est de leur dire, ben,
Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous créer une file d'attente d'astreinte dans laquelle vous serez les trois vétérinaires. La personne qui est d'astreinte se log dans la file d'attente. Donc, il y a un bouton hein, sur le softphone ou sur le téléphone pour dire c'est moi qui suis dans la file d'attente. Et le call flow designer, ce qu'il fait, c'est que quand un appel rentre, donc c'est ce qu'on voit là sur le côté ici, quand l'appel rentre, on interroge d'abord l'état de la file d'attente pour récupérer le nom du vétérinaire qui est d'astreinte. De là, on tape une table de routage intelligent chez nous qui va nous dire tel vétérinaire, son numéro de mobile, c'est celui-là. On vérifie après au niveau du 3CX si il est en capacité de recevoir les appels ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va vers la boîte vocale. Si c'est le cas, on lui donne l'appel. Et si ça va vers la boîte vocale, en parallèle, si la personne a appelé depuis un téléphone mobile, donc on teste si la personne qui appelle, elle vient d'appeler depuis un mobile, on envoie aussi un SMS à la fois au vétérinaire pour lui dire que tel numéro a appelé. Donc le vétérinaire, systématiquement, il a un SMS. Et la personne qui a appelé, on lui confirme que son appel a été pris en compte par l'astreinte et qu'il sera recontacté. Donc ça permet de manière automatique d'être certain que quelqu'un qui va appeler l'astreinte puisse à minima déposer un message, que le vétérinaire soit prévenu de la dépose du message à travers SMS et la personne qui a appelé, elle est rassurée aussi du fait que son appel a bien été pris en compte. Et ça de manière complètement automatisée. Donc voilà un des exemples. Et ce cas, il est très intéressant parce qu'on peut voir que on traite à la fois l'expérience client, on l'informe qu'on a pris en compte son appel, et on traite aussi le besoin donc de votre société pour pouvoir lui indiquer voilà, telle personne vous a contacté et à vous de le recontacter. Donc on traite les deux côtés en même temps, et je trouve ça très intéressant comme cas d'école. Autre exemple, pareil sur la base du SMS, société de recrutement, ils passent leur journée au téléphone à appeler, donc eux déjà forcément on leur a mis du click to call pour qu'ils puissent facilement cliquer sur un numéro pour que ça appelle. Mais ce qui leur fait perdre encore plus de temps, c'est que souvent ils arrivent sur une boîte vocale et qu'ils doivent redire le même message à tout le monde derrière, et ça peut être un petit peu fatigant. Donc pour eux, ce qu'on a fait, c'est que quand ils entendent le déclenchement de la boîte vocale, ils transfèrent l'appel dans le call flow designer à travers un numéro court, et le call flow designer va lire le message qu'ils auraient voulu déposer avec leur voix, hein, qu'ils ont enregistré. Et puis, pareil, si c'est un numéro de mobile, ça dépose le message et ça envoie un SMS en plus qui arrive à la personne qu'ils ont appelée. Et si c'est un autre numéro, juste ça raccroche. Voilà. Donc là, exemple très simple, on joue un message, on envoie un SMS. Donc là, c'est pareil, ça permet de gagner du temps et ça permet de fédérer aussi de l'autre côté parce que la personne, elle voit, elle reçoit un SMS comme quoi on lui a déposé un message vocal et qu'il y avait une opportunité de recrutement. Reconnaissance du numéro, donc ça a été mis en place chez pas mal de voyagistes qui sont chez nous, qui ont généralement des services dédiés aux entreprises, des services pour les particuliers avec des chargés de compte ou des chargés de voyage. Donc là, on a pour eux monté des tables où je vous parlais tout à l'heure d'export de données qu'on mange nous. Donc on sait que tel contact, c'est pour tel CE ou telle entreprise, etc. Ce qui fait que quand la personne appelle, sans avoir besoin de saisir son code client, on sait vers quel chargé de compte il faut l'envoyer. Donc on l'envoie directement vers bon chargé de compte. Et on a toute une stratégie de routage de secours pour faire en sorte que si le chargé de compte n'est pas disponible, on l'envoie vers une autre personne compétente. Et il y a aussi des scénarios de secours pour faire en sorte que si vraiment on ne connaît pas du tout le numéro, on puisse, dans le scénario, lui proposer de saisir son numéro de code client pour le retrouver et l'envoyer où il faut. Donc ça, c'est vraiment la notion de routage intelligent et de reconnaissance du numéro. C'est un des points les plus importants qu'il peut y avoir aujourd'hui dans l'amélioration de la distribution téléphonique. Autre élément, alors qui peut être mis en place, alors toutes ces briques là qu'on vous montre, elles peuvent être traitées de manière unitaire ou toutes rassemblées pour faire quelque chose de très puissant. Autre exemple, le géoroutage. Donc là, c'est la capacité qu'on a donnée à 3CX à travers nos développements de pouvoir reconnaître sur un numéro de fixe l'origine de l'appel, savoir si l'appel de la Haute-Vienne, de la Marne, de où vous voulez, pour l'envoyer vers le service qui gère sa région directement. Et lorsque on n'arrive pas à déterminer l'origine géographique, il va y avoir un scénario pour demander de saisir à travers les touches du clavier le numéro de département et de là, on va l'envoyer où il faut.
Ou une main levée. Je vois une petite main levée. Oui, excusez-moi, je veux savoir, la géolocalisation est basée sur quoi? C'est la BPQ ou vous allez plus loin dans... Alors aujourd'hui, elle est basée sur la BPQ parce que c'était la seule chose qui était valable. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu le début de la fin des secteurs Oui. géographiques. Donc tous les numéros historiques continuent à être reconnus. Toutes les personnes qui prennent des ABPQ historiques sont reconnues. Après, quelqu'un qui habiterait en Occitanie et qui a décidé de prendre un 01, eh ben, il sera pas D'accord. reconnu. Donc pour l'instant, c'est sur la base de la BPQ. Il n'y a pas de moyen simple aujourd'hui d'avoir la géolocalisation dans les Même trames avec les d'appels 09, téléphoniques. C'est plutôt les réservé. 09 des box et autres, c'est Ouais, pareil. non. Oui, Ok. exactement. Donc quand c'est un 09, on envoie plutôt vers le scénario de dire bah, saisissez votre numéro de département. S'il appelle en masqué, on va plutôt lui demander. S'il appelle depuis un 06, un 07, on va D'accord. lui demander, etc. Donc ça marche pour les numéros J'en géographiques profite, comme historiques. j'ai la parole là, sur justement l'authentification de l'appelant, quand on lui demande de saisir son numéro, Oui, comment on s'assure que oui. le numéro saisi, c'est bien, la personne qui est au bout du fil? Il n'y a pas Alors ça, de c'est plus malversation. Alors c'est plus un sujet métier, on va dire. Il y a plusieurs possibilités. Quand on demande on pourrait très bien faire que quand, par exemple, on reconnaît un numéro de téléphone de l'appelant, on lui demande de saisir en plus un code qui lui a été fourni, de manière à s'assurer que c'est bien cette personne. Mais ça impose que vous ayez prévu pour vos clients des Ouais, codes d'accord. d'authentification. Donc, vous pouvez avoir une première étape qui dit oui, je le connais. En réponse, le call-fo va lui demander son code. Il saisit son code, on vérifie que le code est bon et on le laisse passer. Donc, il y a des scénarios D'accord. Ok. d'authentification qu'on a mis en place pour d'autres clients qui existent. Mais il faut juste qu'en matière de métier, il y ait quelque chose qui a été prévu pour avoir une clé d'authentification. Très bien, c'est clair. Un autre cas de routage intelligent, là, pour le coup, c'est vraiment l'idée, c'était vraiment de faire gagner du temps aux équipes. Donc là, c'est quoi? Donc c'est une société, c'est une très grosse société de leader dans la réparation de smartphones. Et eux, en gros, le constat qu'ils faisaient, c'est qu'entre 25 et 30% des appels sur leur service client, c'était juste pour savoir où en était la réparation ou alors où récupérer le smartphone réparé. Donc là, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a fait un call flow qui identifie le numéro de téléphone de l'appelant, interroge la table pour savoir s'il est connu ou pas. S'il est connu, on obtient le contexte de la réparation et on la restitue à la personne pour lui dire où en est sa réparation. Et suite à la lecture de l'état de la réparation, on lui propose soit de raccrocher, soit d'être mis en relation avec quelqu'un. Et en fait, dans 75% des cas, les gens raccrochent. Et si on a détecté que la réparation était finie et qu'elle était en attente au point de retrait, on donne l'information de quel point de retrait. S'il a appelé depuis un mobile, quand il raccroche, il reçoit un SMS avec le suivi pour retrouver à la fois l'état et le lieu de retrait. S'il appelle depuis un numéro de fixe et qu'il est connu dans les bases avec un mail, il reçoit un mail avec le suivi pour savoir où ça en est, etc. Ça leur a permis d'économiser plusieurs milliers d'appels par jour qui étaient traités par des humains avec absolument aucune valeur ajoutée pour les agents qui étaient à l'autre bout. Et donc, ça leur a évité d'embaucher beaucoup d'agents juste pour dire oui, monsieur, votre téléphone, il est bien réparé, vous pouvez le chercher à tel endroit. Donc ça, c'est applicable finalement à n'importe quel métier pour lequel il y a des suivis de dossiers ou de livraison à faire. Ça peut être pertinent. Ce qui n'empêche pas de mettre en relation vers un humain in fine si l'appelant en exprime le besoin, bien évidemment. La reconnaissance de la parole, donc là, ça va être assez simple parce que c'est dans le titre. Là, c'est la capacité qu'a le système à reconnaître quelque chose de vocal pour déterminer finalement un contexte ou une personne à qui je dois donner l'appel. Donc ça, c'est souvent utilisé dans les centres médicaux ou dans les sociétés qui ont des capacités d'accueil faibles pour pouvoir délester finalement les hôtesses Les accueils d'accueil téléphoniques. ou les standardistes de ces tâches de réaiguillage finalement. Ça peut également être utilisé en segment d'un call flow designer, c'est-à-dire qu'on pourrait dire en en-tête, il n'y a pas du tout ça, on reconnaît le numéro, etc. Et durant le parcours, on va demander à quelqu'un de confirmer par un oui, par un non, par un mot-clé,
de confirmer ce qu'il veut. Pour éviter les saisies de touches, on peut demander des confirmations, mais là avec des mots courts, hein, de manière à s'assurer de la reconnaissance. Satisfaction client, alors on l'utilise nous-mêmes chez Encom, mais c'est utilisé aussi par, certains voyagistes et agences de biens immobiliers. C'est en fin d'appel de pouvoir envoyer vers une enquête de satisfaction et de récupérer les données de cette enquête de satisfaction à des fins d'audit et de contrôle qualité. Donc ça, pareil, tous les métiers qui sont liés à du support ou à du suivi client, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Les règles de base pour que ça fonctionne, c'est qu'un, il ne doit pas y avoir plus de 3 questions, les questions doivent être pertinentes. Et à partir du moment où on suit ces 2 règles, généralement, ça répond. Et le mieux, c'est quand c'est un humain qui envoie vers l'enquête de satisfaction, pas un envoi systématique. L'envoi systématique, on se rend compte finalement que ça énerve un petit peu les gens. Donc, ce qui est bien, c'est quand il y a une contextualisation et que c'est l'agent lui-même qui va pouvoir lui dire, bah, écoutez, si vous le voulez bien, je vais vous envoyer, etc. Ce qui fait qu'on obtient le consentement avant de lui imposer un sondage. C'est un petit peu plus propre. En tout cas, nous, on constate que les résultats sont meilleurs quand il y a un accompagnement d'un humain avant Oui, d'envoyer il y a vers plus de réponses. l'enquête de Ouais. satisfaction. Donc, tout ça avait pour but vraiment de vous ouvrir l'esprit sur tout ce qu'il est faisable de faire avec des exemples concrets qu'on a déjà mis en service chez les gens et qu'est-ce que ça a pu leur amener. Donc, dans un cas, ça permet vraiment d'améliorer le contexte de l'accueil. Dans d'autres cas, ça permet d'automatiser des choses qui font perdre du temps à vos collaborateurs. Et enfin, dans un troisième cas, ça permet de s'assurer de la distribution d'un appel ou d'une information. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut soit les traiter de manière unitaire, soit on peut faire des choses. Alors, c'est le cas notamment de certains industriels qui sont clients chez nous, qui utilisent finalement les 3 briques, c'est-à-dire qu'ils font à la fois d'abord un premier niveau qui va reconnaître le contexte de l'appelant, puis ils vont aller chercher de l'information à donner pour éviter de surcharger les équipes, puis derrière, s'ils doivent distribuer l'appel, ils vont faire de la reconnaissance géographique, puis de l'identification de ressources, puis de l'envoi, et en cas de secours, prévenir par SMS, etc. Et en fin d'appel, envoyer une enquête. Donc on peut très bien imaginer des scénarios qui prennent toutes les briques pour arriver à faire quelque chose vraiment d'extrêmement contextualisé et de fédérateur pour la personne qui appelle. Et pour pouvoir faire tout ça, eh bien, au niveau d'Encom, on a développé des API et des services qui marchent vraiment de manière extrêmement étroite avec le Call Flow Designer. Parce que comme vous l'aurez compris, typiquement, le call flow de base, ce n'est pas lui qui va faire le géroutage. Il a besoin d'interroger une table de géroutage. Donc, cette table-là, c'est nous qui l'avons produite. Derrière, donc comme on le disait avec Fabrice, donc tout ce qui est 06, 07, 09 ou numéro masqué, eh ben, le scénario va s'adapter et demander le numéro de département. Et puis, une fois qu'il a saisi son numéro de département, ben là, on peut de nouveau le router où il faut. La partie enquête de satisfaction, donc ce qu'on disait là juste avant, c'est qu'on va transférer le numéro vers le call flow. Donc là, c'est pareil, hein, ça fait partie des développements spécifiques Encom pour 3CX. Donc on va transférer l'appel vers le numéro du call flow. On va collecter les réponses de la personne. Donc là, ça peut être collecté soit par des touches des TMF, soit par de la reconnaissance de la parole. On peut même demander en fin, vous posez 1, 2, 3 questions, et puis vous demandez un verbatim ouvert à la personne qui va le dire à voix haute. Et ce qui fait que quand on va vous renvoyer les informations, vous allez avoir à la fois les notes, mais aussi la retranscription écrite du verbatim de la personne. Donc c'est vraiment intéressant. Cette restitution, elle peut se faire soit à travers des mails, soit en écrivant directement dans une base de données, soit en parlant à travers des API, soit encore en vous mettant, nous, à disposition un espace de type web dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les infos. La reconnaissance vocale, on l'a évoqué tout à l'heure dans un des studies case, donc qui peut être utilisé de manière complètement autonome, c'est-à-dire que c'est un SVI autonome dans lequel vous allez exposer, vous allez dire bonjour, je veux parler à la comptabilité, et le système va automatiquement vous dire veuillez ne pas quitter, je vous transfère au service comptabilité, donc vraiment de manière autonome, ou alors en segment du routage intelligent, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où dans le cheminement, vous allez vouloir faire confirmer par un mot-clé, donc un oui, un non, un quelque chose à la personne sans qu'elle ait besoin de saisir une touche. Le routage conditionnel, donc là, c'est plutôt le cas pratique qu'on a vu avec le voyagiste. Il a des données
dans lequel il sait que tel numéro, c'est pour tel CE ou tel client ou c'est un fournisseur, etc. On récupère les données anonymisées parce qu'il n'a pas la faculté de pouvoir dialoguer directement par API. On collecte, nous, les informations, on les met dans des bases chiffrées et on a des API après qui vont parler avec le Callflow Designer pour obtenir des contextes et faire du routage intelligent. Alors ça, c'est très utilisé, on en a beaucoup qui l'utilisent. Ça permet aussi tout simplement de faire des tables de correspondance entre un numéro qui a été appelé et une destination qu'on veut donner. On crée des tables de correspondance comme ça. La partie push SMS, on l'a vu à travers 2-3 cas derrière qui peut être utilisée. Donc ça va servir à émettre des SMS, soit pour faire du transactionnel, soit pour faire des campagnes marketing, soit pour être utilisé, comme on l'a vu là tout à l'heure, dans des call flows. Donc cette application de push SMS, elle n'est pas forcément adossée à un call flow. Vous pouvez l'utiliser de manière complètement indépendante pour faire du transactionnel avec vos CRM, pour envoyer ponctuellement des messages ou pour faire des campagnes marketing. Et à côté de ça, elle a été complètement APIsée pour qu'on puisse l'utiliser notamment dans les call flows, mais pas que. Voilà un petit peu pour les différentes briques qui ont été construites et qui ont été faites. Je vous propose qu'on ait 5-10 minutes là d'échange libre par rapport à tout ça, si vous avez des attentes particulières ou si vous avez des questions, avant de vous donner le thème du prochain webinaire. Parole à Julien et puis après à Fabrice. Petite question, on l'avait abordée déjà il y a quelques temps. Est-ce qu'il est prévu à court ou moyen terme dans les systèmes SMS d'avoir un lien, alors je parle pour ma profession à moi, ça pourrait m'être utile, permettant à mes clients de prendre quelque chose en photo et que ça m'arrive directement, ou un document ou quelque chose? Alors c'est à l'étude, l'envoi de MMS en direct, alors c'est nous ce qu'on appelle plutôt le SMS conversationnel, hein, pour qu'il puisse y avoir un échange entre typiquement un assureur et son assuré, et puis d'en avoir aussi la retranscription après dans un PDF pour le verser au dossier. C'est toujours en cours, c'est quelque chose sur lequel on va aller, mais très certainement plutôt en début d'année prochaine que sur 2023. Ok, Mais oui, c'est en cours parce qu'on a de la ben demande. oui. Eh oui. Merci. De rien. Alors, pour répondre à Sephora, est-ce que vous faites de l'analyse de la parole? Alors, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent qui peuvent se plugger à du 3CX. Alors, il n'y a rien aujourd'hui qui fait de l'analyse en temps réel de la parole. Donc, pour analyser, par exemple, le stress ou le niveau d'énervement ou pour détecter des mots-clés qui ont été dits dans des conversations pour les restituer ou faire de l'analyse. Donc, il y a des briques qui existent, mais qui sont de l'analyse à froid. Ça ne sera pas de l'analyse à chaud pour la simple et bonne raison que 3CX aujourd'hui ne diffuse pas le média voix en temps réel vers ailleurs. Donc, je ne peux pas être à l'écoute de la conversation en temps réel à travers une machine qui viendrait écouter ça. Par contre, du moment qu'on fait les enregistrements d'appels, il y a effectivement des systèmes qui peuvent venir manger les fichiers audio ou une partie des fichiers audio pour en faire de l'analyse à la fois sémantique et de l'analyse de stress. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous me direz à travers le chat. Bonjour. 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 J'ai le cas où, pour ma part, je travaille chez un grossiste. Donc, on a 2 flux de clients, d'autres grossistes et des officines. Par exemple, nous, on est pas mal dérangés sur des appels d'officines qui souhaitent savoir où ils en sont au niveau du franco. Alors, c'est effectivement, si cette notion de franco, elle est inscrite quelque part Ouais, dans votre CRM ou dans une base de données, on pourrait tout à fait imaginer que déjà on reconnaît sur la base ouais, du c'est ce numéro que de j'étais en train de l'appelant, me dire, du est-ce coup. qu'il est connu, voilà, est-ce qu'il est connu ou Ouais, pas chez vous? Est-ce qu'il est connu en tant qu'officine ou est-ce qu'il est connu en ouais. tant que grossiste? S'il est connu en tant qu'officine, on lui joue un menu spécifique pour les différentes Mmh. ventilations qu'il y a, dont un choix. Vous souhaitez connaître l'état de votre encours ou de votre franco, tapez 3, il appuie sur 3, on aura interrogé et du coup, on va lui restituer par la parole la valeur que vous Ouais. nous retournez. Et on peut très bien imaginer qu'une fois que nous, on s'est assuré d'avoir restitué l'information, on vous renvoie un petit coup de web service pour vous dire on lui a bien donné l'info et vous vous rappuyez en envoyant un mail ou Super, un OK. SMS. Et donc ça, c'est dans le cas où notre CRM serait compatible avec donc le 3CX. Alors, il faut juste qu'il y ait un web service qui soit ouvert. Si jamais le web service n'est pas ouvert, il faut que vous ayez la capacité de demander à votre éditeur de CRM de savoir si vous pouvez exporter à intervalles Mmh. réguliers cette donnée-là. Et nous, on viendra la manger et la OK, lire. Donc, OK.
si vous voulez, il y a plusieurs possibilités. Soit il est conçu pour le faire parce qu'il a des Mhm. API qui permettent de lui parler de manière native, soit c'est pas le cas et à ce moment, il faut s'orienter vers de l'exportation de données anonymisées qu'on viendra nous taper sur la base du numéro D'accord, de la super. ou de son compte Oui, client, hein. oui, On oui, pourrait très bien dire que si on le connaît de nulle part, on lui demande le numéro de client et de là, on oui. raccroche les wagons et Ok, on avance. super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, merci. Pour la plateforme de SMS, c'est votre plateforme hein, que... Oui, c'est notre plateforme. Alors, on passe forcément par des fournisseurs de Oui, route blanche, mais effectivement, c'est notre plateforme qui a été développée avec nos API et nos systèmes d'accord. de routage et de Dans le cadre, statistiques. ouais. Mais on Dans est sur le des cadre routes des blanches. contacts qu'on envoie à nos clients, est-ce que le SMS envoyé peut être préstocké dans notre CRM comme étant un contact eu avec le Alors, client? On lui envoyait un SMS, voici le contenu. alors, nous, c'est APIsé. Donc, à partir du moment où vous déclenchez, on peut très bien D'accord. prévoir que on vous restitue, c'est des web services. Donc, à partir du moment où c'est des web services, soit le web service s'adresse que vers la plateforme, soit on lui envoie deux chemins, un vers la plateforme pour envoyer le SMS et un vers votre CRM pour écrire le fait que vous avez envoyé un SMS avec le contenu tel Super. jour à telle heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir le thème du prochain webinaire qui aura lieu le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça sera les nouveautés hardware pour l'écosystème 3CX. Donc, Kesako, on va vous parler de tous les nouveaux produits qui sont sortis qui permettent de profiter d'une expérience sympa sur 3CX, que ce soit en matière de casque, de téléphone, de pieuvre de conférence, de DECT, d'environnement Wi-Fi. Et puis, on vous fera un petit teasing aussi, je pense, sur la V20 de 3CX qui sortira en fin d'année et qui amène pas mal d'évolutions intéressantes. Donc, on en profitera aussi durant le prochain webinaire pour vous donner la ligne directrice que prend 3CX pour la prochaine release majeure, qui sera donc la V20, qui devrait sortir à l'horizon de décembre. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous d'être venus aussi nombreux et d'avoir participé activement à ce webinaire. Les échanges étaient très constructifs. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos différents contacts, qu'ils soient commerciaux ou techniques, pour soit déclencher vos projets suite à ce qu'on aura vu tous ensemble, soit pour creuser un petit peu le sujet et voir si on ne peut pas vous aider à améliorer votre accueil client et à délester vos équipes de charges qui ne sont pas forcément très très utiles pour eux. Merci à tous de votre écoute. Et on vous le redit, n'hésitez pas à prendre contact avec vos commerciaux pour vous poser toutes vos questions. On est là vraiment pour répondre à vos attentes.